souvent, je me dis que des périodes de latence, elles permettent un jaillissement créatif parce que les choses, elles travaillent en conscience et inconsciemment. Et je pense que c'est ça qui m'a inspirée le plus, c'est le fait d'être face au vide, en fait. Ça a nourri, ça m'a permis de créer des images, des personnages, des narrations. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. Kaeluna. Kailuna. Naïma, quel joli prénom. Il résonne comme un baume, comme une promesse de douceur, comme un cocon de sagesse. Son prénom a sans doute un rôle à jouer dans son histoire de vie, car Naïma a choisi l'ethnocénologie. Ethnocénologie, il est inspirant ce terme. Je ne le connaissais pas, mais il m'a fait voyager. Il m'a emmené vers des confins, vers du primitif. Et puis j'ai cherché des définitions plus cognitives. J'en ai lu de nombreuses, très érudites, mais celle que j'ai préférée avait l'humilité d'une question. L'espèce humaine a-t-elle le spectacle dans le sang ? Je crois que Naïma a la réponse à cette question. Ces créations nous reconnectent à notre aptitude primate à mettre notre corps en scène pour incarner un imaginaire. Mais Naïma ne se limite pas à une dimension esthétique et corporelle. Elle utilise cette science, cet art, au service d'un message plus personnel. Elle a choisi de rassembler. Son mantra, la diversité. Qui dit diversité dit certes beauté du monde, mais aussi isolement, exclusion, violence, transmission, sentiment d'appartenance, héritage culturel. Naïma est de cette trempe de femmes dont on entend parfois parler au détour d'un article, d'une sortie de théâtre. Cette trempe de femmes dont ceux qui ont la chance de travailler avec ne tarissent pas d'éloges, mais va savoir pourquoi. Elle reste un être de l'ombre. Pourquoi ces femmes fortes, puissantes d'amour et de sensibilité, n'ont pas plus le devant de la scène ? Car je suis hyper heureuse de ce moment avec elles, car elles m'inspirent toute la beauté du féminin, toute la puissance de l'intériorité. Bonjour Naïma. Bonjour. Merci Naïma. pour ce texte. Naïma, peux-tu nous faire, en début de podcast, nous faire voyager, nous raconter comment tu vis ton art et comment tu le définirais ? Mhm. Donc, j'ai fait le choix déjà assez tôt de ne me consacrer qu'à mes propres projets. Donc, j'ai une formation de théâtre et je me suis vite dirigée vers la mise en scène en ayant vraiment un lien assez fort avec l'image et le visuel. Donc, je puise mes inspirations dans les arts plastiques, dans ce que j'observe autour de moi. J'ai une pratique théâtrale qui n'est pas tournée que vers le texte. Et j'ai la sensation, en ayant créé la compagnie Jinko, que tous les projets que je mets en œuvre et que je vais mettre en œuvre sont en lien avec mon chemin de vie. C'est-à-dire que c'est un va-et-vient entre mon évolution en tant qu'individu et la rencontre avec le monde, avec la diversité, avec l'autre. Donc, c'est cet échange qui suit mes différentes étapes. Donc, ça induit qu'évidemment, à 18 ans, 19 ans, j'étais sur des thématiques qui aujourd'hui suivent moins mon courant, puisque j'évolue en même temps que les projets. C'était quoi, Donc, ces thématiques à 18 ans, à 19 ans ? à 18 ans, 19 ans, j'étais vraiment dans des questionnements autour de la féminité, de l'émancipation, d'avoir accès à une autonomie, d'être créatrice de ma propre vie et de sortir aussi d'un carcan familial et social qui n'était pas favorable à la pratique théâtrale, à la rêverie, à l'artistique, à l'imaginaire. Et donc j'ai fait ce choix assez rapidement de suivre mon instinct en me lançant dans une pratique artistique. Et cette pratique évolue en même temps que moi. Donc c'est toujours ce va-et-vient. Je suis pas très claire, mais je sais pas si... Si tu l'es. Tu dirais que ça a été quoi, toute petite, ton inspiration, le déclencheur à s'émanciper artistiquement d'un environnement, en plus tu dis familial, qui visiblement le favorisait pas ?
Je pense que l'ennui pour moi a été finalement une belle chose qui est arrivée dans ma vie. Parce que petite, j'avais pas accès à grand-chose, clairement. Donc, même si j'ai reçu soin, amour, culture, j'ai été quand même dans une enfance très sobre, avec peu de choses. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps seule à m'ennuyer et à lire, mais aussi à beaucoup m'ennuyer. Ce qui a développé une imagination. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant, même aujourd'hui, pour les enfants, de les laisser s'ennuyer. Parce que de là jaillit aussi quelque chose. Donc, souvent, je me dis que des périodes de latence, elles permettent un jaillissement créatif, parce que les choses, elles travaillent en conscience et inconsciemment. Et je pense que c'est ça qui m'a inspiré le plus, c'est le fait d'être face au vide, en fait. Ça a nourri, ça m'a permis de créer des images, des personnages, des narrations. Et j'étais déjà petite très contemplative, donc je passais beaucoup de temps à regarder par la fenêtre. Et ces temps-là, ces choses-là ne m'ont pas quittée. Donc ça crée chez moi plutôt un rythme de création assez lent, qui se fait avec beaucoup d'infusion, d'observation. J'ai besoin de temps. J'ai vraiment ce plaisir de plonger quand j'ai une image, une idée. Et je ne veux absolument pas trouver de réponse figée ou de réponse tout de suite. Ce que je préfère, c'est tâtonner. Et laisser les choses maturer, en tout cas. Absolument. Ouais. Absolument. On sent chez toi déjà que le temps long est un temps de création, peut-être, déjà. Absolument. C'est un temps de création, de réflexion. Après, la manière dont je vis ça, elle est assez, comment dire, je, je peux me consacrer à un projet très longtemps avant qu'il voit le jour, mais avec des vraies périodes de rejet où je ne veux absolument plus y toucher. C'est-à-dire que la plupart des projets que je mets en œuvre, par exemple Daddy Papillon, ça faisait déjà plusieurs années que je savais que j'allais le faire. Donc ça a travaillé, et à un moment donné, je sens que c'est le moment. Donc j'essaie de ne jamais être dans l'urgence du faire, ce qui n'est pas évident à concilier avec l'économie du spectacle actuel, les rythmes des créations, les demandes de productivité, etc. Et pour moi, c'est essentiel de garder cette ligne personnelle, sinon j'ai plus de sens. Et si j'ai plus de sens, j'ai plus l'envie. Justement, Naïma, nous avons eu la chance d'aller voir ta dernière pièce, Daddy Papillon, La folie de l'exil, par 2 fois d'ailleurs. On a été hyper heureux d'apprendre que vous remonterez sur les planches en 2021 au Théâtre de la Tempête. Et d'ailleurs, on invite tous ceux qui aiment se poser des questions et vivre une expérience à courir voir ta pièce. Cette pièce, c'est un peu limitatif ce que je vais dire, mais on va te laisser compléter. Elle traite des maux de l'exil, du manque, de l'isolement, du racisme, de la détresse mentale et émotionnelle. Est-ce que tu peux nous parler de la part d'intime que tu y as mis et puis du process créatif que tu as déjà un petit peu expliqué ? Donc Daddy Papillon, c'est une création assez singulière dans mon chemin, parce que c'est la première fois que je vais assumer de manière frontale partir d'une expérience personnelle. C'est-à-dire que dans tous les projets, on y met toujours de soi. L'intérêt quand même de la création artistique, c'est de décoller du réel, en tout cas pour moi, de transposer les choses et d'ouvrir les sujets. C'est-à-dire qu'en partant d'une expérience personnelle, on ouvre vers l'universel, vers l'autre, pour que la petite histoire devienne la grande histoire et soit contaminée aussi de l'appropriation des autres, des matières qu'ils ont ajoutées. Donc Daddy Papillon, ça s'inspire directement de l'histoire de mon père, donc qui a traversé des épisodes de bouffées délivrantes, donc ouvrier dans le bâtiment en Normandie, qui un jour a décidé d'être une fleur, un arbre, une pomme. Donc ce délire est diagnostiqué comme étant une bouffée délirante, et je l'ai accompagné pendant plusieurs années
dans un suivi avec des hôpitaux, des internements, etc. Donc, ce qui m'a paru intéressant, au-delà de ma propre histoire, ce n'était pas de traiter qu'est-ce que ça induit d'être l'enfant, soi-disant, d'un parent fou, mais c'était surtout de donner un autre regard sur la folie, un regard qui ouvre justement le champ des possibles avec une parole qui peut faire sens. Donc, Daddy Papillon, c'est le regard que je peux porter sur cet homme et dont j'espère aussi que les spectateurs arriveront à regarder la folie autrement. Donc j'y mets de l'intime parce que je ouvre une porte, on va dire, fermée, celle de la solitude d'un être qui se sent exclu et qui est malade. Mais cette intimité-là, elle ne fait sens que si elle nous permet de partager quelque chose ensemble. Il ne s'agit pas d'un travail de biographie. Oui. C'est un autre regard. On regarde ensemble autre chose dans un autre temps. Un temps qui n'est pas le nôtre, un temps qui n'est pas notre norme. Alors, Luna elle le disait, tu le dis justement, cette pièce, elle est effectivement très puissante en termes d'expérience. Tes 3 performeurs sont particulièrement éclectiques et je me permets le terme de performeur car ils jouent, ils dansent, ils sont circassiens, parfois mimes. On sent que c'est important pour toi, Naïma, de représenter cette pluralité artistique. Alors, comment as-tu travaillé avec eux pour qu'ils incarnent ton intention ? Alors, je me rends compte que dans la pratique artistique et dans les créations passées à venir, le corps a de plus en plus de place. Donc, c'est pour ça que je me situe dans un théâtre qui va être plutôt chorégraphique, pluridisciplinaire, et c'était important pour moi de m'entourer d'interprètes riches en possibilités. Donc, je me suis entourée d'Anna Rodriguez, qui est chorégraphe, pour travailler être au plus proche de la démarche artistique des circassiens, parce que ce n'est pas du tout la même manière de travailler, d'aborder les choses. Dans cette distribution, officiellement, j'ai un comédien et 2 circassiens. Et pourtant, ces 2 circassiens travaillent le texte, ne sont pas, on va dire, sollicités à l'endroit de leur performance technique au maximum. C'est-à-dire que ce n'est pas une pièce avec des numéros de cirque, c'est une pièce où le corps et la poésie va être au service d'une intention théâtrale. Donc ça a été plusieurs étapes de travail déjà pour mettre en confiance Carlos et Maxime dans leur capacité à interpréter des personnages, à suivre une ligne dramaturgique. C'était vraiment très nouveau, donc on a pris pas mal de temps, on a répété assez longtemps, mais avec toujours des périodes espacées pour qu'on puisse digérer justement ce travail-là. Et on a réussi à trouver un langage commun qui nous appartient. C'est-à-dire qu'avec d'autres personnes, ça aurait été également différent. Donc, j'ai laissé les interprètes s'approprier le projet et y mettre leurs pattes personnelles pour pouvoir collaborer avec eux et qu'ils puissent être au service du propos, certes du propos de la pièce, mais aussi du sens qu'ils en comprennent. Parce que sinon, ça devient des marionnettes. Ce que tu C'est dis, pas très intéressant. pour être sûr de bien te comprendre, ton intention, en tout cas, elle était déjà dans un fil rouge du corps. C'est le corps qui exprime. Et elle vient d'où cette idée du corps ? Pourquoi d'un seul coup tu investis comme ça sur le corps ? Parce qu'il me semble qu'un plateau de théâtre, un plateau, c'est un espace, c'est l'espace du vivant, et le vivant, bon, il y a la voix, il y a le texte, il y a la parole qui est forte, mais il y a aussi des corps. Et les corps, quand je vais voir un spectacle, j'aime que les corps soient très incarnés, très habités. Et le corps, la sensation, la sensorialité permet de faire passer les choses au-delà des mots. Et il y a vraiment une expérience, physique
du théâtre. J'aime que les interprètes puissent ressentir des choses, nourrir des états, qui puissent être investis émotionnellement, des choses qui passent au-delà des mots et qui permettent aussi de toucher tout le monde. C'est très accessible en fait, Et c'est parce vrai qu'on a tous un corps, quoi. nous, on a été particulièrement touchés par cette pièce qu'on a plus vécue comme une performance ou une expérience, effectivement, plutôt qu'une pièce de théâtre, parce que oui, tu sais insuffler des langages divers, et on te remercie de ça. Et d'ailleurs, tu mets en pièce un trio masculin dans Daddy Papillon, qui résonne énormément et qui énergétiquement balance beaucoup. Tu donnais à voir des femmes se dévoiler sans jamais s'imposer au demeurant, dans Les Sensitives, qui est aussi un titre extrêmement évocateur. Peux-tu peut-être nous raconter ce que tu transmets du masculin et du féminin dans ces deux pièces ? Mhm. Mm. C'est vrai qu'à mes débuts, j'ai été, comme je l'avais dit un peu dans l'introduction, j'étais très portée sur le corps féminin, parce que moi-même, je me questionnais sur mon évolution, mon devenir de femme, la sexualité, etc. Et j'ai été très entourée de femmes. Euh, et j'ai eu un grand plaisir dans la solidarité, la sororité, l'amitié, à mettre en valeur et en lumière la diversité des corps et du devenir féminin. Et ça a été pour moi, à cette époque-là, vraiment mon terrain de recherche. Donc, parce que je cherchais finalement aussi à travers ça à me découvrir, à découvrir l'autre. Le masculin est venu plus tard. Donc là, en l'occurrence, avec Daddy Papillon, c'était très important qu'il n'y ait pas de femmes au plateau. Elles sont toutes à la direction, parce que justement, dans la vie de ce monsieur, il y a quelque chose de coupé. Il y a quelque chose qui ne circule pas. Les femmes sont fantasmées, lointaines, disparues. Et donc, c'était aussi une manière de raconter ce déséquilibre quand on est coupé, puisqu'on a besoin du tout pour être entier. Donc, après, la chose en commun, c'est que dans le masculin et le féminin, les deux coexistent, et que le rapport au travail a été de chercher l'intime, donc l'intime du masculin, l'intime du féminin. Et finalement, en ayant vraiment travaillé les deux, en ayant travaillé sur des corps masculins et féminins, et bien, j'en reviens quand même toujours à la même chose, quoi. La coexistence des deux facettes en nous, la bienveillance, le besoin des deux. Donc, c'est un travail qui révèle les singularités de chacun, mais sans comparaison et sans rivalité. Et j'aime justement avoir quelque chose de très apaisé par rapport à ça. D'ailleurs, quand j'ai monté Sensitive, des fois ça a été difficile parce que le spectacle n'était pas un spectacle militant. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, ce qui moi m'intéresse, c'est pas de militer, c'est de donner à voir et de partager. Donc jamais le masculin et le féminin sont en contre en fait. Ça serait affaiblir le potentiel de la relation. Donc, et entre les deux, j'ai quand même créé Juanita Catcheuse Mexicaine où j'avais des enfants. Donc c'est comme si j'avais commencé à travailler sur ce que je connaissais le mieux ou ce qui était le plus proche de moi. Donc, et aujourd'hui, peut-être à un âge plus de maturité, je me sens plus dans l'exploration du tout. Et d'ailleurs, Arnaud, qui est dingue hein, dans Daddy Papillon, que tu travestis tout au long de la pièce, je pense que c'est la même chose. Renvoie, en tout cas, chacun, comme tu le dis, apporte de par sa sensibilité une nourriture à la lecture de tes pièces. Mais c'est vrai que
en tant qu'homme ou en tant que femme, qu'importe, quand on va voir cette pièce où il y a trois Oui. hommes, on sent la présence du féminin qui est hyper forte au travers de ces hommes et une forme de voilà, fragilité, même d'esthétique physique, qui rappelle à des mémoires féminines. Mm, mm. Oui, ça a été important, sachant que le genre n'est jamais le sujet. C'est-à-dire que on va et vient entre l'homme et la femme sans se poser de questions, en fait. Et c'est aussi moderne d'entendre une femme assumer qu'elle veuille porter des propos ou des intentions au féminin et au masculin sans pour autant être dans une nécessité de conviction. C'est ça. Et à la fois, enfin, moi, je ne peux pas faire autrement que d'être fidèle à moi-même, mais c'est vrai qu'on est à un moment, en plus, il se passe beaucoup de choses enfin, il s'est toujours passé beaucoup de choses, mais particulièrement aujourd'hui, il y a une grande vigilance sur l'égalité homme-femme, sur la place des femmes aussi dans le spectacle vivant. Donc, de faire cette création en 2019 avec une distribution exclusivement masculine aurait pu être mal interprété. Alors que à des moments ou à mes débuts où on était moins sur ces problématiques, j'avais 6 comédiennes au plateau. Et voilà. En tout cas, je ne me sens jamais obligée de faire ce qu'on attendrait de moi ou de dire ce qu'il faudrait dire pour que ça percute. Parce que mon endroit d'expression n'est jamais dans je ne veux pas imposer un mode de pensée et mon moteur n'est ni la colère, ni le conflit, ni l'opposition. C'est fou parce que quand tu viens de dire ça, le mot colère était, je l'avais en tête. Tu n'as jamais, dans tout ton parcours ou ton histoire, été confronté à cette colère? Parce qu'on sent quelque chose chez toi et qui est vraiment, j'allais dire, sensible, apaisé. Mais je me dis, par rapport à ton émancipation, petite fille et tout ça, tu ne t'es pas confrontée plusieurs fois à cette forme de colère? Si, bien sûr, évidemment, hein, en plus, j'ai un tempérament plus volcanique que ce qui n'y paraît. Ok. Et la colère, c'est quelque chose de sain aussi. Il faut pas en avoir peur. Il faut savoir la traverser et la questionner. Mais autant je peux la ressentir, je peux aussi être en colère, avoir à tenir des propos durs, tomber dans la violence comme tout être humain. Autant ce qui m'intéresse, c'est surtout pourquoi et questionner qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce sentiment-là, cet état très prenant. Mais ça, on va dire que ce travail-là, c'est un travail intérieur, mais qu'après, le mode de communication que je choisis dans mes projets, c'est pas dans la colère qu'on arrive le mieux à faire passer des propos, à se faire comprendre, entendre. Donc, c'est important de la traverser parce que ça permet aussi de poser des choses qu'on ne veut pas accepter. Mais dans ce que je vais donner à voir après, j'ai pas envie d'agresser le spectateur. Je veux bien le partager avec lui des matières qui peuvent être difficiles à regarder, à écouter, des choses dures, mais je n'aime pas être agressée. Et moi, quand je vais au spectacle, j'aime être bouleversée, j'aime être poussée dans mes retranchements, mais pas agressée. C'est vrai que souvent on parle de colère, mais je crois qu'il y a une saine colère, et en tout cas, elle peut être une bonne énergie à des choses. Mais il y a toujours quelque chose que tu proposes qui, non pas pacifié, mais qui est équilibré, subtil, sensible, mais pas brutal. Je sens pas la brutalité d'un propos ou de quelque chose qui nous ferait comprendre plus rapidement les choses. Non, ça m'intéresse pas. Et puis je trouve que la vie est déjà assez dure. Ça, c'est pas c'est vraiment pas ma ligne de travail. Après, ça m'a été parfois, enfin pas reproché, mais signifié qu'on aurait souhaité avoir plus de ci, plus de ça, mais c'est pas dans mon tempérament. Et puis
Je suis pas ni dans cette démarche-là, ni dans un cynisme. Madame, si vous J'ai... pouviez faire ce qui n'est pas vous, on serait satisfait. Ben oui, donc quand c'est comme ça, on se questionne sur pourquoi on veut faire les choses. Est-ce qu'on veut les faire pour les autres, pour répondre à une demande, ou est-ce qu'on les fait parce qu'il y a une nécessité qui est plus intérieure et une éthique, une honnêteté surtout. Donc voilà. Après, c'est pas pour ça que mon travail va être dénué, comment dire, de D'impact, profondeur, oui, bien sûr. d'impact. Et c'est là l'équilibre à trouver. C'est là l'équilibre à trouver. Mais je pense aujourd'hui, puisqu'on me le ramène souvent, c'est que visiblement le travail est doux. Et la douceur, on en a besoin. Je te confirme. Après, il n'est pas que doux. Oui, Il est un peu plus, ce n'est pas un baume de douceur, non, simplement. Non, c'est... Il est un peu plus global que tout ça. Naïma, tu le dis et on le sent, tu as besoin de sens et tu te questionnes beaucoup. Ton univers est exigeant. Pour autant, il puise son essence dans le quotidien, la vérité de l'existence. Là, j'ai l'impression que, j'imagine que comme nous, tu as 2-3 coups de cœur collector. Balance un petit peu tes comptes Insta, des coups de cœur au niveau du son des années 80. Dis-nous un petit peu ce qu'on ne sait pas. 2-3 looses, Naïma, peut-être. Ah, des looses. Oui, parce que sinon, tu deviens un être un peu déifié, tu vois. Non. Parce que du coup, je ne savais pas si c'était des looses ou pas des looses. Oui, c'est des looses. Luna le précise, c'est des looses. Des looses. Écoutez, on a plein. Hein. Moi, Justement, balance. Quand j'avais reçu la trame, c'est vrai que du coup, j'avais cherché plutôt des références qui me tenaient vraiment à cœur. Tu peux aussi. Donc, je pense que je vais faire un mélange. Vas-y. Donc, je vais commencer par le Graal. Donc, des choses qui nourrissent énormément mon univers. Déjà, je suis quelqu'un qui regarde encore. Enfin, j'ai quand même 37 ans et je regarde là un peu moins ces dernières semaines, mais beaucoup de dessins animés. Ok. Donc, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Donc, voilà. Et en ce qui me concerne, je pense que s'il y a une matière, enfin quelque chose qui me quittera jamais, c'est l'univers d'Hayao Miyazaki. Donc, de tous les films des studios Ghibli, donc Le Château ambulant, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, ce sont des films d'animation que je regarde régulièrement et qui me ramènent toujours à mon propos essentiel. Il y a quelque chose comme ça qui voilà, c'est dans l'insimplicité, accessible à l'enfant et en même temps tellement intemporel. Donc ça, c'est pour, on va dire, des parties plus Inspirative. Inspirante. Plus inspirante. Après, alors moi, j'ai pas Instagram, j'ai que Facebook parce que je suis assez nulle dans tout ce qui est ordinateur, réseaux sociaux. Je publie peu de choses parce que justement, je me dis je suis pas quelqu'un de très au fait là-dessus, mais t'as bien le droit. Oui, mais en même temps, moi, j'ai plaisir à aller sur Facebook et voir ce que d'autres partagent, etc. Mais des fois, je me dis, ça se trouve, c'est pas intéressant, ou j'ai rien à mettre, ou oui, effectivement, je suis plutôt quelqu'un de l'ombre. Donc après, ça, c'est des personnalités. Donc voilà. Après, je m'étais pas préparée en loose parce qu'il y en a plein. Parce qu'il y a loose et pas loose en même temps. Ouais, non, c'est des dossiers, pas la loose. Des dossiers, quoi. Moi, tu vois, j'assume, j'écoutais Émile et Images, quoi. Ça, c'est un dossier, tu vois. C'est sûr. La musique fait partie de ton univers, Naïma? T'écoutes pas? Complètement. Ouais. Complètement. C'est quel son? J'écoute de tout, mais je sais que ce qui revient beaucoup quand je fais de la créa ou même quand je travaille en atelier, c'est cinématique orchestra. Donc c'est de la musique, on va dire. Enfin, c'est des musiques qui nourrissent un imaginaire, quoi. On n'écoute pas ça comme on écouterait une chanson à la radio parce qu'on aime bien et qu'on reprend un refrain, quoi. Mais
mais c'est de la musique de jazz électro, c'est des histoires, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup toutes les musiques qui sont. Tout le label Ninja Tunes, je ne sais pas si vous connaissez, Très c'est un très bien. label indépendant que j'aime beaucoup et j'aime bien les artistes qui produisent. Après, je peux écouter. Enfin, pas quand j'étais petite, moi j'étais à fond sur la lambada. Enfin, voilà. Je sais pas si enfin, je suis pas snob Non, dans le mais t'es sens où. définitivement alignée et cohérente. C'est pas la peine de te forcer. Hein. On va pas Non, mais ce que je inventer veux dire, on va pas inventer des dossiers qui n'existent pas, Naïma. mais si, parce en même temps, justement, le fait de venir d'un milieu modeste, d'être la première personne dans ma famille à avoir fait des études, d'avoir eu d'abord accès qu'à la télévision, bah oui, bah, j'ai regardé plein de choses. Je suis pas issue d'un milieu d'intellectuels. Il n'y a pas de pudeur snob à dire ah bah tiens non moi je regarde pas Top Chef ou des choses comme ça. Enfin, j'ai pas ça en moi. Et des fois, justement, ça me met mal à l'aise si on doit à tout prix passer son temps à écouter France Culture et regarder Arte. Bah non, c'est pas vrai. Des fois, je regarde Cat Size. Des fois, j'écoute tout et n'importe quoi. Et ça veut pas dire que ça fait sens pour moi, mais ça Ça me fait fait du bien. partie du grand tout, quoi. Bah, bien sûr, Bah c'est écoute, important. merci. Merci de le dire, parce que tu as raison, souvent dans le milieu du théâtre, en tout cas. On dit pas trop ça. Et donc, même si tu traites de sujets sérieux, on sent chez toi vibrer beaucoup d'humour, le goût de se marrer aussi. Et est-ce que tu serais intéressé, peut-être demain, à investir cet endroit du rire, voire du grotesque, même si dans Daddy Papillon, il y a quand même une forme d'acte, en tout cas de grotesque dans la pièce, mais voilà, quelque chose pour le coup d'assumer plus humoristique, tu ferais? Ben, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que j'ai déjà exploré, parce qu'avant d'être dans la mise en scène, j'étais comédienne, donc je continue à jouer dans des projets de chœur. Et j'ai toujours et très souvent été employée dans des rôles comiques. Car visiblement, en tant que comédienne, c'est ça Qui est qui ta me marque de collait, quoi. fabrique. Voilà. Donc après, c'est un peu dommage des fois de rester dans des distributions un peu formatées, mais l'humour pour moi est très important, et c'est surtout la dérision. Donc après, l'humour pour l'humour, ça fait du bien, mais c'est pas ce que je ferai. Ce que j'aime, moi, c'est mettre l'humour au service de propos des fois plus difficiles à faire avaler, quoi. En tout cas, je ne fais pas partie de ces personnes qui vont sous-estimer la force du rire ou d'une partition comique. Pour moi, justement, elle peut permettre de faire passer des choses, de rassembler et de démystifier, de soulever des tabous. On peut faire beaucoup de choses avec le rire, hein. Donc, et puis, il y a des pratiques, par exemple, moi, je n'ai pas faites, mais qui me fascinent, comme la pratique du bouffon. Donc c'est encore au-delà du clown, donc avec des partitions satiriques, très drôles mais aussi très cruelles. Donc c'est un endroit, on va dire, que j'investis régulièrement, même si c'est vrai, dans mes pièces, on est quand même dans des sujets âpres, mais il y a toujours, en tout cas, peut-être que d'autres le perçoivent aussi, mais il y a toujours un peu de dérision, parce que c'est ça qui compte le plus quand même, hein. C'est de pas trop non plus se prendre au sérieux, quoi. Et Naïma, petite fille, tu rêvais à qui et à quoi? Alors moi, petite fille, clairement, moi je rêvais de partir. Je savais que ma vie démarrait par un départ. Donc je m'imaginais partir habiter toute seule, loin et voyager. Donc loin, ça pouvait être à 500 mètres. Donc je mettais des pamplemousses. Je mettais des pamplemousses dans le sac à dos et j'allais voir mes parents en disant qu'à partir de maintenant, j'allais partir habiter dans une cabane et qu'on pourra se voir un peu quand même. Donc, et j'étais convaincue qu'il fallait partir. Ka et Luna. Kailuna.